Welcome, bienvenue, benvenuti. Nouvelle vidéo où je vais évoquer, comme à mon habitude, un slasher qui n'est pas, pour celui-ci, que un slasher, mais qui inclut, selon mon ressenti, un peu de l'univers du polar, des 80s, qui plus est, afin un film qui est exactement de 1988, à savoir Jeu d'enfant, ou dans sa langue originale, à savoir Child's Play. Un film dont je disais qui est de 1988 et qui a été réalisé par Tom Holland. Tom Holland qui, en l'occurrence, est le réalisateur, par exemple, de Psycho 2, à savoir Psychose 2, avec Anthony Perkins reprenant son rôle de Norman Bates. En l'occurrence, le film ici, Child's Play, est un film tout simplement avec un truand qui essaie de s'échapper des griffes, si je puis dire, d'un policier qui est assez basque et qui cherche à s'échapper après avoir commis très certainement quelque chose de pas très sympa et cherche à rejoindre son comparse dans la voiture qui est plus ou moins proche de lui, et celui-ci décide de prendre la poudre d'escampette une fois le bruit des sirènes de voitures de police approchant. Du coup, le personnage en question, qui se nomme Charlie Ray, décide de se cacher dans une boutique, plutôt un magasin de jouets, et dedans se trouve notamment en avant une poupée qui sera en l'occurrence la poupée du film, puisque le tueur en question, après avoir été blessé, dira-t-on, par l'inspecteur qui cherchait tout simplement à l'arrêter, du moins à nuire à la société, décide de transférer son âme dans le corps inerte de cette poupée en plastique. Et on a même une grosse explosion de cet endroit où du coup l'inspecteur pense que ce redoutable bandit est décédé. Puis nous passons assez rapidement avec Andy Barclay, un petit enfant, et sa maman qui vivent que tous les deux, préparant gentiment le petit déjeuner pour sa maman chérie, avec la télé bien allumée, diffusant multitude de pubs concernant les jouets ou les poupées. En l'occurrence, une des pubs l'intéressera fortement, puisque celle-ci parlera de la poupée qui forcément l'intéresse, puisqu'il a déjà toute une panoplie good guys, entre la salopette, les chaussons, les chaussettes, etc. Donc il courra assez rapidement auprès de sa maman, puisque et c'est le jour de son anniversaire, et qu'il le voit forcément une grande boîte. Donc qui dit grande boîte dit forcément poupée. Donc il court à sa façon dans la chambre de sa maman, avec le petit déjeuner qu'il a préparé, en mettant partout, qui faisait. Donc pour les maniaques, fermez vos yeux. Retrouvant donc sa maman au lit, la réveillant et la pressant d'aller dans le salon pour ouvrir ses cadeaux, dont ce cadeau où il en ressortira assez déçu ne correspond pas à ses attentes, et sa maman lui promettra notamment de lui acquérir cette poupée dès que les finances lui permettront. Une maman qui travaille d'ailleurs dans un centre commercial, du moins c'est ce que je pense, puisqu'elle travaille dans une bijouterie. Son amie Maggie viendra la rejoindre brièvement, qui elle travaille au niveau des chaussures, et d'ailleurs
Le responsable de cet établissement se fera bien la peine de lui faire la remarque qu'elle travaille au rayon chaussures et donc, entre guillemets, qu'elle n'a pas sa place à cet endroit. Ce personnage de Maggie, qui d'ailleurs fera le bonheur indirectement du petit de Andy, en avertissant sa mère qu'une personne derrière le magasin vend la fameuse poupée à son domicile fixe, tout simplement, où une petite tratation se fera, et la maman étant évidemment forcément très contente, mais ne pourra passer la soirée d'anniversaire avec son fils comme elle lui avait promis. Donc du coup, c'est la brave Maggie qui sera auprès du petit Andy. Mais malgré cela, la maman aura au moins la possibilité de récupérer son petit bout de chou à l'école pour le ramener et lui faire découvrir la belle surprise, sa poupée, qui assez rapidement se nomme Chucky. Et du coup, Maggie prendra le relais pour s'occuper du petit Andy, où durant cette soirée, des choses assez bizarres se passeront, des bruits, et notamment le petit Andy qui dira un moment à Maggie que Chucky souhaite regarder la télé, en l'occurrence le journal télévisé, puisqu'il y a quelque chose qui l'intéresse. On reconnaîtra évidemment le petit bandit qui accompagnait Charles Lee. Donc forcément la poupée veut en savoir plus. Oui, La poupée forcément ça regarde un journal télévisé. Vous imaginez la réaction de Maggie. Donc et puis surtout les enfants doivent se coucher de bonne heure, se laver les dents, etc., etc. Puis passé ce moment, voilà, bon, le petit ira au lit et c'est là que les événements arriveront, ou du moins l'événement, le premier incident du métrage qui fera du coup intervenir la police, dont l'inspecteur que vous aviez vu au tout début du métrage, la maman d'Andy qui forcément arrivera en urgence chez elle, découvrant l'étendue des dégâts, étant forcément sous le choc. Le petit Andy arrivant aussi avec Chucky qui lui ne se rend pas vraiment compte des événements, disons qu'il n'a pas la même interprétation émotionnelle que sa maman, et l'inspecteur aura du coup des petits doutes sur la personne qui est responsable de l'incident, suite à des traces de pas, probablement dues à de la farine, et ce qui ne plaira pas du coup à sa maman, qui ne se gênera pas du coup de les pousser un petit peu à sortir de l'appartement. Le petit Dandy qui une fois retourné au lit, voilà, dira des choses à sa maman qui d'ailleurs ne lui plairont pas du tout, et il lui promettra de ne plus le dire, et pourtant ces choses-là viendraient de la bouche de Chucky, mais sa maman ne peut évidemment pas le croire. Le petit Andy qui emmènera la poupée assez loin de la ville, très éloigné, dans un endroit assez malfamé où un enfant ne doit pas y être, dans le but de retrouver un personnage, où le temps que Andy fasse un petit pipi, le petit Chucky disparaîtra de l'endroit où est-ce qu'il avait été posé, et retrouvant le fameux Eddie, comparse de Charlie Ray du début du film, et se vengeant de l'avoir abandonné. Après cela, du coup, le petit Andy, forcément un enfant qui reste dehors, sera amené au commissariat où la maman sera bien entendu prévenue, mais pas que, puisque à force de raconter des choses sur sa poupée, qu'elle vivant, qu'elle parle, et vu les nouveaux petits incidents qui tournent autour de lui, un psychiatre possédant un institut décidera de le prendre sous son aile, ne serait-ce que pendant une période. La maman désespérée rentrant à la maison sans son petit garçon, dans un moment de doute, un peu aussi d'égarement, ou de voir même une sorte de folie, où dira allez, et pourquoi pas, confrontera la poupée et se rendra assez vitement
compte que celle-ci était assez animée, surtout sans pile, et le confrontera une nouvelle fois face au feu. C'est ce moment-là que Chucky prendra vraiment vie, visuellement parlant, du moins au niveau de son visage, et celle-ci ne fera que courir après lui, après une petite échappatoire dans l'immeuble, à travers l'ascenseur. Et elle cherchera à entrer en contact auprès de l'inspecteur, vu à deux moments au début du film. Donc du coup, celui-ci, bien entendu, ne croira pas à cette histoire, pensant que elle essaie de se rapprocher de son fils de cette manière, de son fils de cette manière. Donc celle-ci ira mener sa petite enquête pour retrouver le sans domicile fixe qui lui avait remis, du moins vendu la poupée de Chucky. L'inspecteur, sachant le quartier euh, complètement sans sécurité, l'accompagnera de loin sans qu'elle ne le sache, et heureusement lui sauvera la mise, puisque les intentions de ce monsieur sont tout sauf pour l'aider, ou du moins sous la contrainte de l'inspecteur. Donc une information sera lâchée qui forcément fera un petit peu tiquer l'inspecteur. Celle-ci le remarquera et lui demandera du coup de lui dire ce qu'il en est, à savoir que Charlie Ray lui hurla qu'il viendrait se venger, et que le lieu en question avait explosé, et que du coup c'était un magasin où il y avait énormément de poupées, et du coup elle fera forcément le lien que le tueur a pris possession du corps de la poupée, lui n'étant pas encore à 100% sûr à ce sujet. Voilà, la maman, après deux petites informations de l'inspecteur, se rendra dans l'ancien domicile de Charlie Ray, où l'inspecteur le rejoindra, et ils constateront tous les deux un certain fanatisme de Charlie Ray pour le voodoo, et du coup apprendra de petites choses. Et passé cela, l'inspecteur sera lui aussi confronté à la promesse de Charlie Ray au début du film, à savoir une vengeance, notamment dans une scène de poursuite, si je puis dire, à toute vitesse, dans les rues en pleine nuit, me rappelant du coup les petits polars des 70s, 80s, dont notamment ceux de William Lustig, euh, qui lui, voilà, ne s'est pas spécialement branché sur les polars, hein, bien qu'il a fait un vigilante movie, mais me rappelant surtout, par exemple, des scènes dans Maniac Cop, puisqu'il avait réalisé le 1 et le 2, le 3 de très peu, suite à une production chaotique, mais me rappelant également aussi un petit peu Basket Case, par son côté un peu sale, de la ville, dangereux. Voilà. Passer cette scène où l'inspecteur sera du coup confronté au retour finalement de Chucky, puisque finalement Charlie Ray se nomme sous un autre pseudonyme, à savoir Chucky. Chucky se rendra du coup compte que en fait quelque chose ne va pas en lui, des suites d'un petit coup de feu de l'inspecteur, ira voir la personne qui l'a formé sur le vaudou, et apprendra du coup que petit à petit il est en train de s'humaniser, de se transformer en une poupée humaine, voilà, tout simplement, et donc souhaitera du coup faire tout en son pouvoir pour sortir de ce corps, et du coup connaître comment faire. La personne en question ne souhaitant pas le faire, puisque comprenant qu'il n'a pas de bonnes intentions, Chucky n'aura d'autre choix que d'aller de la manière forte pour obtenir les réponses qu'il voudra. Et une fois cela fait, courra pour attraper le petit Andy, qui celui-ci se rendra compte qu'il est en grand danger, et malgré ses cris de détresse auprès du psychiatre, le petit Chucky voilà, arrive dans cet endroit, et cherche à attraper le petit Andy, qui lui réussira à s'échapper,
et se fera rattraper par le psychiatre qui forcément ne le croira pas, mais qui lui aussi subira les foudres du Chucky. Et Andy prendra la poudre d'escampette, pensant s'en rendre dans l'endroit où il a le plus confiance, où il se sent le plus en sécurité, chez lui, pensant éventuellement retrouver sa maman qui n'est pas là, puisque celle-ci le cherche à retrouver Chucky, qui est à la poursuite de son fils, et comprendra une fois à l'asile que son fils est échappé et qu'ils sont très certainement arrivés au domicile. Le petit Chucky, du coup, dans une scène assez brève, réussira à assommer le petit Tandy en vue de faire son incantation vaudou afin de se transférer dans le corps d'Andy, qui malheureusement ne réussira pas, puisque l'inspecteur et la maman interviendront et feront tout en leur pouvoir pour anéantir ce Chucky, mais qui ne lâchera absolument rien du tout, tel un Terminator. Peu importe les coups, peu importe les balles, peu importe même les flammes qu'il aura à subir, il ne lâchera absolument rien du tout. Et on aura même une petite scène qui rappellera peut-être à des personnes comme moi, ça me rappelait une scène proche de celle que nous avons vue dans The Shining avec Jack Nicholson. Et dans ces derniers instants, voilà, où un autre personnage débarquera, qui lui aussi est complètement, voilà, incrédule par rapport à cette situation, et qui au final devra lui aussi accepter ce qui s'est passé, mais qui après eux voudra bien les croire, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est un très bon film qui n'a pas vieilli, que j'ai revu tout récemment et qui me plaît toujours autant, mélangeant, voilà, comme je vous disais, un mélange euh, côté policier polar, et mais en même temps le côté slasher, voire fantastique, avec un savant mélange qui, je trouve, est plutôt bien fait, avec un certain nombre de meurtres. Ici, tout n'est pas fait non plus pour que ça soit euh, l'importance du métrage. Là, il s'agit surtout d'une sorte de suspense avec quelques scènes de meurtre, certes, mais on n'est pas vraiment dans le slasher type Friday the 13th ou The Burning. Non, 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 non. On est dans quelque chose de quand même entre guillemets d'un peu plus sage. Voilà, donc en ce qui concerne la production de ce film, alors il faut déjà savoir que la personne qui a écrit vraiment la toute base de Chucky, c'est Don Mancini, qui vit un premier jet entre l'année 85-86 pendant ses études, lorsqu'il était à l'UCLA, qui est une université se trouvant à Los Angeles. Et il rendit du coup un premier jet et chercha à faire produire son film, enfin ce qu'il pensait être un film, et se rapprocha auprès de différents studios et essuya malheureusement quelques refus. Et lorsque la MGM tomba sur ce scénario, souhaita en modifier certaines choses, ne souhaita pas non plus totalement l'écarter, puisque celui-ci ne souhaitait pas du tout se séparer de son scénario. Mais comme il y avait des choses qui ne plaisaient pas entièrement à la production, fit donc appel et au scénariste John Lafia et également à Tom Holland, qui, en plus du coup d'avoir sa main sur le scénario, et également le réalisateur de ce film, comme je l'avais dit plus tôt. Voilà. Donc Don Mancini s'est inspiré de diverses choses qu'il a vues dans le passé, à savoir le film Poltergeist de Toby Hooper, qui fut chapeauté par Steven Spielberg. Il fut également inspiré par Freddy, un peu, notamment, je pense, peut-être par les diverses punchlines
que Chucky peut envoyer, hein, et également influencé par un épisode de la série Twilight Zone des années 50-60, à savoir l'épisode Living Doll. Voilà. Il fait également aussi inspiré par une histoire vraie au début des années 1900, à savoir en 1906, par un enfant se nommant Robert Eugene, qui à l'âge de 4 ans, sa servante, du moins celle de ses parents, qui était bohémienne, était une pratiquante du vaudou. L'enfant ne le savait pas, la famille non plus. Et peu de temps après cela, des événements étranges arrivèrent et des voisins même étaient assez apeurés parce qu'ils voyaient à travers la fenêtre une silhouette qui courait ou marchait et ressemblait étrangement à la poupée. Ça, plus d'autres petits événements qui sont arrivés, mais la poupée, vous devez savoir que elle n'a pas été détruite, et au contraire, elle est exposée dans l'ancienne demeure de cette famille qui a été transformée tout simplement en musée, ni plus ni moins. Maintenant, il faut dire que Don Mancini, parmi ces choses que je vous ai déjà évoquées, écriva ce scénario avec l'idée en tête que il voulait vraiment mettre en avant le fait qu'aux USA, il y avait un consumérisme vraiment poussé par les industries des poupées, des Barbie, enfin tout cet univers-là, avec un marketing extrêmement fort auprès, voilà, forcément des enfants, des spots TV, des spots radio, derrière les boîtes de céréales et encore tout un tas de choses. Vraiment, tout était fait pour pousser à la consommation des enfants sur toutes ces choses-là, tout simplement. Et le film, c'est également une satire aussi par rapport à tout cela sur les industries et notamment une compagnie en question, à savoir la société Hasbro, puisque une de leurs poupées, ce qui s'appelait My Buddy, inspira donc du coup Don Mancini, et on retrouvera d'ailleurs une ressemblance au niveau des couleurs de vêtements que porte Chucky, et malheureusement ils ne purent utiliser le nom de My Buddy et du coup le changèrent en Good Guys pour éviter d'avoir des problèmes avec la justice, tout simplement. Voilà. Donc il y a eu aussi un remake où d'ailleurs le My Buddy fut repris enfin. Ce remake qui fut d'ailleurs distribué par la MGM au même titre que le film de 1988, mais qui propose un scénario très différent avec un côté intelligence artificielle. Voilà, c'est quelque chose de différent que j'évoquerai peut-être éventuellement un de ces jours, mais pas dans l'immédiat, tout simplement. Pour en revenir sinon sur le réalisateur Tom Holland, il eut quelques problèmes, voire même pas mal de problèmes de tension. Déjà en raison du climat qui a été assez compliqué puisqu'ils tournèrent durant un gros hiver, hein, et vraiment il faisait très très froid d'après les choses qu'il dit dans les interviews d'époque. Et il y a eu aussi énormément beaucoup de soucis avec la poupée, ou du moins les poupées, puisqu'il y avait plusieurs versions de la poupée, une pour les expressions faciales, une pour bouger les bras, ou je sais pas, une autre aussi pour bouger les jambes, une autre encore plus active qui bouge dans tous les sens à se débattre, comme par exemple lorsqu'il Chucky se débat face à la maman qui le menace de le jeter dans le feu, la scène de la découverte où où elle découvre que finalement il est bien vivant, et notamment celle où il est coincé derrière la grille pour éviter d'être brûlé à la fin du film.
Donc c'était pas très simple pour lui, mais surtout pour l'équipe technique qui était menée par Kevin Yeager, qui s'occupa de la conception donc du coup de la poupée et travailla en étroite collaboration avec 9 techniciens, mais surtout marionnettistes, et dont pour faciliter le travail de ces personnes-là, lorsque l'appartement fut construit, on laissa une hauteur de 1,50 m de façon à ce que ces personnes-là ne puissent être vues pour les animations de Chucky. Comme c'était une animation majoritairement en animatronique, et durant ces périodes-là, l'animatronique était très 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 compliqué. C'était vraiment les débuts de l'animatronique, et il faut dire sincèrement qu'ils ont fait de belles choses sur ce film. Et malgré toutes les difficultés, ils ont réussi vraiment de très belles choses pour ma part. Donc Tom Holland, toujours lui, s'accrocha également avec Kevin Yeager, qui n'appréciait pas du tout les méthodes qu'il employa, notamment sur l'acteur Alex Vincent, à savoir que pour obtenir une scène de pleurs, il annonça au petit, froidement, que ses parents allaient divorcer. Voilà. Euh, voilà, et donc du coup, il n'était pas du tout d'accord avec ce genre de méthode, il lui fit comprendre expressément. Voilà. Pour ce qui concerne le film, il bénéficia d'un budget tout de même entre 9 et 13 millions de dollars. Et à l'international, il rapporta aux alentours des 44 millions, vraiment, ce qui peut paraître très peu au jour d'aujourd'hui, mais voilà, peut-être que voilà le coût de publicité marketing à l'époque était vraiment moins important qu'aujourd'hui. Donc je ne l'interprète pas non plus comme un bide, mais c'était pas non plus un énorme succès. Et c'est d'ailleurs entre autres cette raison qui fit que la MGM décida de se séparer des droits du reste de la saga de Chucky auprès d'Universal en 90. Et ils lancèrent tout de suite après un second Chucky qui fit un chouette succès, qui est presque mon épisode préféré, je dis bien presque. Hein. Et mais la MGM décida quand même de garder les droits sur le premier, donc du coup Child's Play ne pouvait plus être utilisé par Universal pour les autres suites. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils réutilisèrent le même titre pour le remake de 2019. Voilà. Donc que puis-je vous dire d'autre à part ça, que le film fut tourné dans différents endroits en Californie. Il fut tourné aussi en Oakland et du côté de San Francisco. Voilà. Mais encore une fois, dans des conditions peu évidentes. En termes de casting, bah, déjà quelque chose pas des moindres. Hein, c'est vraiment l'atout majeur de ce film. Pour moi, c'est Brad Dourif qui fit la voix de Chucky et qui continue à la faire aussi bien dans les derniers films, là, puisqu'il y en a eu 7 films, que dans la série qui en est à sa 3e saison, et qui est vraiment l'atout majeur de la saga. Hein. Donc c'est un acteur, un très bon acteur d'ailleurs, qui tourna dans Vol de Cinéma de Coco avec Jack Nicholson et Christopher Lloyd. Un très bon film, vraiment. Il tourna également dans Dune, Mississippi Burning, Sonny Boy. Brad Dourif, que l'on retrouvera du coup dans le 3e opus de la saga L'Exorciste, se nommant L'Exorciste la suite, celui-ci omettant complètement le 2e opus, L'Exorciste l'hérétique, qui était avec Linda Blair, et ce 3e opus, qui d'ailleurs reprend certains personnages du premier opus, fut réalisé par William Peter Blatty, l'auteur du roman originel de L'Exorciste, puisque déjà il ne fut pas en très grand accord à l'époque sur la version que William Friedkin proposa pour L'Exorciste, et encore moins d'accord sur la suite qui fut lancée des années après, toujours avec Linda Blair. Donc il souhaita en faire sa version à lui. Sa version d'ailleurs qui
possède deux montages, le montage cinéma que tout le monde connaît et le montage Director's Cut dont on peut trouver en Blu-ray tout simplement. On a pu retrouver du coup Brad Dourif également dans La créature du cimetière, qui est une adaptation d'une des nouvelles de Stephen King, où il interprète un petit rôle, un des teasers tout simplement. On l'a vu également dans Critters 4, aussi dans un petit rôle, exactement, c'est un scientifique, voilà. Il a apparu aussi dans Alien Résurrection, le quatrième opus, dans un petit rôle à nouveau, où il a l'occasion d'en prendre en pleine tête lors d'une scène. Il est revenu aussi brièvement dans un autre slasher, Urban Legend, où il incarne un pompiste. On l'a vu également dans l'épisode 2 et 3 du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il est apparu sur les traits du shérif Brackett dans Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, où je trouve que c'est la meilleure incarnation. De toute façon, il n'y en a pas eu 50, mais c'est la meilleure incarnation, interprétation surtout, du shérif Brackett. Je trouve qu'il a vraiment donné une part d'humanité à ce personnage qui était assez lisse dans la version de Carpenter. Hein. Voilà, je veux pas mettre le film plus haut que celui de Carpenter, vous savez ce que j'en pense. Il est également dans Deux flics à Miami pour la série. Hein. Attention, je ne parle pas du film de Michael Mann. Non, non, il est apparu dans la série des années 80, le temps d'un épisode. Il est également dans un épisode de Arabesque. Il apparaît dans l'épisode de Les Contes de la Crypte auprès du regretté Bill Paxton, où il interprète un rôle, enfin le frère de Bill Paxton, où c'est lui un petit bandit de quartier entre guillemets qui souhaite s'en prendre au butin d'un marchand de glace. Lui, Brad Dourif, a des petits soucis mentaux et n'ose jamais dire non à son frère dans les magouilles qui l'intègre. Il est également apparu dans la série X-Files dans un excellent épisode, du moins son interprétation vaut vraiment le détour, où il incarne un prisonnier qui aurait vraiment des visions et qui aide les agents Mulder et Scully, bien que Mulder ne croit pas spécialement les dires du personnage qu'il incarne dans cet épisode. En tout cas, c'est un excellent épisode, doublé d'une excellente interprétation. Il est apparu aussi dans une autre série de Chris Carter, à savoir Millennium avec Lance Henriksen, qui aura duré 3 saisons, et il est apparu dans une autre excellente série, à savoir Deadwood. Voilà, il a eu vraiment un choix assez large, aussi bien en termes de série qu'en termes de films. Ensuite, concernant l'actrice Catherine Hicks, qui joue la maman de Andy, elle est apparue dans quelques films. Pour celui-là qui ressort un peu du lot, entre guillemets, c'est Star Trek 4. Sinon, son rôle le plus connu, c'était la maman de la famille dans Seventh Heaven, à savoir 7 à la maison en français. Le reste de sa carrière, il n'y a pas de rôle plus, entre guillemets, important que cela. Sinon, il y a l'acteur Chris Sarandon, qui est le frère de la très charmante actrice Susan Sarandon. Enfin, je me souviens de cette actrice, notamment dans Thelma Louise avec Gina Davis, et aussi dans Le Client avec Tommy Lee Jones, par exemple. Donc Chris Sarandon, lui, débuta sa carrière assez jeune, puisque au début des années 50, lui qui est né en 1942, débuta dans quelques petits rôles au cours du début des années 50, mais c'est surtout dans les années 70 qu'il perça avec Un après-midi de chien auprès d'Al Pacino. Et on le reverra également au début des années 80 dans ce qui est Le Chant du cygne du très grand réalisateur Sam Peckinpah dans Auster One Weekend, avec le regretté également Roger Hauer. Une production qui fait assez compliqué, le tournage notamment, puisque Sam Peckinpah n'était pas en très grande forme. Donc c'était assez compliqué, mais le film tel qu'il est reste quand même
très bon quand même si c'est pas le meilleur de Sam Peckinpah. Mais après voilà, quand on connaît toute l'histoire autour du film et de la production, voilà, on peut pardonner les légères errances ici et là. Il est, il était également dans un film qui a son côté culte auprès d'un certain nombre de fans, Vampire dit Vampire. J'aime beaucoup ce film qui, voilà, le mélange de côté horreur et humour, mais c'est pas pour moi le film culte que tant disent. Mais après, chacun a sa vision. Moi, je ne critique pas. Et bien entendu, bah, il était ni plus ni moins que en VO la voix de Jack dans L'étrange de Monsieur Jack, qui est une production notamment de Tim Burton, où même si ce n'est pas lui qui l'a réalisé, on sent énormément son influence sur ce dessin animé qui mélange un peu le côté gothique, le côté Noël, le côté Halloween. C'est une petite perle. Et il est également dans le second film dérivé des Contes de la Crypte, Bordello of Blood. Et il a fait également d'autres petits films après, ou des apparitions dans les séries au cours des années 2000, mais voilà, par rapport à tout ce qu'il a fait précédemment, c'est plus anecdotique, si je puis me permettre. On a également l'acteur Alex Vincent, qui lui interprète Andy Barclay, qui lui a une très courte carrière, aussi bien cinéma que au niveau de télé, puisque hormis peut-être une ou deux apparitions dans films ou séries, ça s'est surtout cantonné dans ce rôle d'Andy Barclay, hélas pour lui, hein, puisqu'il interprétera ce rôle également dans Chucky 2. Il reviendra bien des années après dans le Chucky 6, dans une post-générique, et on le verra beaucoup plus dans le Chucky 7, et il reviendra aussi le temps de quelques épisodes, hein. Moi, je n'ai pas été jusqu'au bout, dans la série Chucky, qui en est à sa 3e saison, mais pour ma part, moi, à l'heure actuelle, j'en suis voilà, sur la saison 2, tout simplement. Je préfère attendre que la fin de la saison 3 soit complètement terminée. Et dans cette série, bien évidemment, vous vous doutez que Brad Dourif est toujours la voix de Chucky. Bien entendu, dans toutes ces petites choses qui font que Chucky est un très très bon film, il y a quand même la partition musicale de Joe Resente, qui a participé dans d'autres belles compos, à savoir celle du film biopic de Buddy Holly, et le film s'intitulant tout simplement Buddy Holly Story. Il fait également la partition dans le roman d'Elvis, qui est une sorte de biopic, non pas sur l'ensemble de sa carrière, mais sur une certaine période, de John Carpenter, qui à la base était fait pour la télé, mais qui, je crois, quand même eu une sortie cinéma. Et je sais qu'il existe 2 montages, dont donc on peut trouver aussi en DVD, mais ce fameux DVD est assez compliqué à trouver. Voilà. Et dans ce film, quand même, hormis John Carpenter, celui qui interprète Elvis, c'est Kurt Russell, un des chouchous de Carpenter. Il fait également la musique de Poltergeist 3, un film assez chaotique dans sa production, avec tous les éléments qui se sont succédés, comme le premier et le second. Et bien entendu, il fait la musique de Basket Case 2 et 3. En ce qui concerne les éditions de Child's Play, pour ma part, je possède le Mediabook qui était sorti il y a quelques années chez ESC, hein, plutôt joli. Bien que en termes de bonus, j'aurais aimé avoir un peu plus, comme par exemple ça s'est fait aux USA, hein, mais bon, c'est assez compliqué pour les droits. J'ai également le coffret intégral des 7 films, hein, avec un fourreau bon, assez léger, mais bon, ça fait le job. J'ai également la toute première édition de Child's Play, qui a été éditée par MGM il y a bien longtemps, hein. Et enfin, bien entendu, l'édition VHS. Malheureusement pour moi, ce n'est pas l'édition, la première édition, à savoir l'édition locative, que j'aimerais un jour avoir, hein, pour les puristes et les collectionneurs de VHR, notamment comme moi.
Mais je me contente de celle-ci puisque je l'ai eu au cours des années 90 et je peux dire que je l'ai assez poncé avant que le DVD, le DVD arrive. En l'occurrence, le DVD dont je vous ai parlé. Pour ma part, je vais donc m'arrêter là, jusqu'à vous dire à une prochaine vidéo pour un énième slasher. N'oubliez pas le petit pouce, si vous le voulez bien, bien entendu. Un petit commentaire pour évoquer les différentes choses que j'ai parlé durant cette vidéo. Si vous avez des choses que vous êtes d'accord ou pas d'accord, s'il y a des choses que j'ai oubliées ou que j'ai fait erreur, enfin bref, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Bref, sur ce, à une prochaine. Ciao, ciao!